Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série dans laquelle on va couvrir le cas de la panne radio afin de tenter de répondre aux questions que bon nombre de personnes continuent à se poser sur le MH370. Une panne radio peut-elle expliquer l'absence de contact de la part de l'équipage après son dernier message à 1h19 heure locale ? Eh bien, c'est ce que l'on va tenter d'expliquer ici et autant vous prévenir, on va aller assez loin dans les aspects techniques. On va d'abord expliquer ce qui se passe lors d'un transfert de fréquence, ce que doit faire le pilote pour changer sa fréquence radio et ce qu'il est censé appliquer comme procédure en cas de perte de contact avec le contrôle aérien. On verra ensuite les différents postes radio disponibles et notamment comment ils sont alimentés afin de vérifier si une panne radio totale est réellement envisageable dans le cas du MH370. On parlera ensuite brièvement de la radio HF afin de couvrir l'ensemble du spectre des radios disponibles à bord du Boeing 777 avant de pouvoir ensuite en tirer des conclusions. Alors, la radio est le moyen principal de communication avec un équipage, particulièrement la radio VHF. La HF étant utilisée généralement pour des traversées transatlantiques ou au-dessus de régions où le contrôle aérien est relativement loin, ce qui est le cas généralement en Afrique. Dans le cas du MH370, si on était dans le cas d'une traversée de la mer de Chine, les distances étaient suffisantes pour pouvoir utiliser la VHF et les organismes de contrôle utilisaient justement dans ces secteurs des fréquences VHF sans que cela ne présente de difficultés particulières. Il n'y a pas eu le moindre problème sur le contact radio d'autres appareils dans les secteurs où l'avion a disparu cette nuit-là. On va parler maintenant du transfert radio. L'espace aérien est organisé en secteurs de contrôle. Dans le cas du secteur malaisien avant la disparition, l'avion était dirigé vers Higari, qui est le point de transfert de contrôle, ce qu'on appelle le Transfer of Control Point, tel que défini dans la lettre d'accord qui régit les méthodes de travail entre les contrôleurs malaisiens et les contrôleurs vietnamiens sur cette portion de route. Ce document a d'ailleurs été publié en annexe 1.1a du rapport final malaisien. Donc on a toutes les procédures qui sont liées à cette gestion de route par les contrôleurs malaisiens et vietnamiens. Un équipage n'a généralement pas le plan des secteurs de contrôle et ne sait pas toujours quand un transfert de contrôle et donc de fréquence va être initié par le contrôleur, à l'exception des endroits où l'avion arrive en bordure d'une région d'information de vol, en l'occurrence en gros quand il change de pays. Dans le cas d'Higari, la particularité est que la route passe sur une courte distance dans la région d'information de vol, ce qu'on appelle la FIR de Singapour, avant de passer dans la région d'information de vol du Vietnam. Une procédure particulière existe ici, où Singapour a délégué une portion de cet espace à la Malaisie et au Vietnam. Et cela évite de faire changer de fréquence un avion pour passer dans une zone dans laquelle il passera moins de 5 minutes. Donc le contrôle malaisien envoyait directement l'avion au contrôle aérien vietnamien. Le transfert radio n'est pas nécessairement un transfert de contrôle. Le transfert de contrôle est un transfert de responsabilité. Tant que l'avion n'a pas passé le point Higari, qui est ce point de transfert de contrôle, le contrôle vietnamien ne fait pas ce qu'il veut. Donc concrètement, le contrôle malaisien ne s'intéresse plus à l'avion dès qu'il a initié le transfert de fréquence. Les seuls cas qui peuvent forcer le contrôle aérien à s'y intéresser à nouveau sont, premièrement, si le contrôle vietnamien appelle pour tourner ou changer le niveau de vol de l'avion avant qu'il ait passé le point de transfert Higari, soit si le contrôle vietnamien appelle parce qu'ils n'ont pas l'avion en fréquence après Higari, ce qui va être le cas, soit si le pilote rappelle sur la fréquence des Vietnamiens parce qu'il n'a pas de contact sur la nouvelle fréquence qu'on lui a passée. Et enfin, si le contrôleur malaisien constate une déviation ou que le plot radar disparaît. En gros, s'il continue à le surveiller, mais il n'est pas obligé. Le contrôle malaisien ne remarque pas sa disparition sur le radar parce qu'il est visiblement occupé
par d'autres avions, ce qui peut se comprendre. Et personnellement, en tant que contrôleur aérien, ça ne me surprend pas. Quand il envoie l'avion en fréquence, il sait qu'il le transfère sans qu'il y ait le moindre conflit avec un autre avion. Donc il n'a pas de raison de continuer à le regarder sur le radar. S'il y a un problème, il sait que les Vietnamiens appelleront par téléphone dans les 5 minutes pour dire qu'ils n'ont pas l'avion en fréquence. Et ces 5 minutes, on les retrouve justement dans la lettre d'accord qui a été publiée en annexe du rapport malaisien. On va maintenant parler du changement de fréquence à bord de l'avion. Une fois que le pilote reçoit l'instruction de changer de fréquence, il note la fréquence et il doit la collationner afin de s'assurer que la fréquence qu'il a notée est bien la bonne. Or, on constate que le pilote ne répète pas la fréquence lors du dernier échange radio, ce qui est assez inhabituel. Assez fréquent, mais c'est quand même assez inhabituel, surtout quand on sait ce qui se passe après. Une fois que le pilote a reçu ce message de changement de fréquence, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'a pas collationné cette fréquence, ce qui est normalement obligatoire. Voilà. On va partir du postulat que le pilote a bien compris la fréquence. Comment il va la retenir? Soit de tête, ce qui est généralement le cas, mais vous avez une autre procédure qui est utilisée dans certaines compagnies et par certains pilotes que j'ai pu voir en vrai, que j'ai trouvé vraiment pas bête. C'est d'utiliser le clavier que vous avez du MCDU, ce petit ordinateur de vol que vous avez là, et donc ils vont noter la fréquence quand on va leur passer. Et elle sera notée là. Tout ce que le pilote il aura à faire ensuite, après avoir répondu au contrôle aérien, c'est de changer cette fréquence sur le poste radio qu'il utilise. Donc à savoir ici, le poste qui est ici VHF Left, il va changer la fréquence, donc il va sélectionner 120.9, tourner juste les boutons rotatifs. Voilà. Une fois que ça c'est fait, cette fréquence qui est là, c'est la fréquence que vous pouvez changer, c'est la fréquence qu'on appelle stand-by, qui est en attente, et la fréquence qui est active, elle est à gauche. Mais tout ce que le pilote il va faire, c'est d'appuyer sur les deux flèches que l'on a là pour basculer la nouvelle fréquence sur la gauche. Et en ayant sélectionné, je ne rentre pas dans le détail de ce panneau-là, mais en sélectionnant la bonne radio pour pouvoir émettre, en fait, il va émettre sur cette fréquence-là, tout simplement. Et vous voyez que c'est quand même très rapide à changer. Donc un changement prend, on va dire 10 secondes en max. Et par contre, après, le pilote, il va devoir attendre que la fréquence soit libre. Vous ne pouvez pas parler à plusieurs sur une radio, donc vous devez attendre que l'appareil précédent ou le contrôle, s'il est occupé avec un autre avion, qu'ils aient fini leurs échanges pour pouvoir vous annoncer sur la fréquence et faire votre premier message. Si, partons du postulat que le pilote se serait trompé de fréquence, qu'il n'a pas rentré la bonne fréquence, il va appeler sur cette fréquence, soit il va tomber sur un secteur de contrôle ou sur une tour de contrôle qui va lui répondre, qui va dire vous êtes sur la mauvaise fréquence. Franchement, au boulot, ça arrive assez souvent. Si par contre, c'est une fréquence qui est utilisée par personne ou que personne ne le reçoit, en fait, il va recevoir aucune réponse. Et au bout d'un moment, il va dire je ne suis pas sur la bonne fréquence, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais repasser sur la fréquence précédente. Puisque la fréquence que l'on avait auparavant, elle a basculé ici en stand-by. Donc en fait, vous avez tout simplement à réappuyer sur ce bouton-là et vous revenez sur la fréquence sur laquelle vous étiez précédemment. Et donc vous allez recontacter le contrôle aérien, lui dire est-ce que vous pouvez me confirmer la fréquence de, admettons, Ho Chi Minh Control, et on va leur donner la fréquence et il va la changer, mettre la bonne fréquence et retenter de contacter, tout simplement. Voilà. Vous voyez que c'est relativement simple. Et si jamais ça ne suffit pas, parce qu'admettons que le pilote, il a changé la fréquence, puis il a touché les boutons, il n'a plus la bonne fréquence, comme je le fais là, donc il ne va pas rebasculer sur l'ancienne, il ne sera plus sur la fréquence du secteur précédent. Il va tout simplement utiliser la fréquence qui est ici, sur le poste de droite. Alors, sur la plupart des compagnies, c'est une méthode qui est assez utilisée. On utilise le poste de gauche ici, la VHF gauche, pour le contrôle aérien. Le poste de droit qui est ici, on lui cale généralement la fréquence de détresse, 121.5, et le troisième poste radio qui est ici, on l'utilise pour la data, à savoir la CARS. On en parlera dans une prochaine vidéo quand on parlera de ça. Donc là, tout ce que le pilote il aura à faire, c'est de basculer sur le poste droit, donc il va
activer ça, il va passer sur le poste droit en émission et il va émettre sur la fréquence de détresse et il va dire je n'ai pas de contact avec Ho Chi Minh sur telle fréquence. Et là, cette fréquence est veillée par tous les centres de contrôle et toutes les tours de contrôle. Et même par les autres avions de ligne en vol, puisque si le pilote il fait aussi ça dans son avion, vous imaginez bien que les autres ils font généralement pareil, parce que c'est un moyen de pouvoir les contacter si jamais on perd le contact avec eux. Donc il y aura toujours quelqu'un sur cette fréquence de détresse 121.5 qui va lui répondre. Donc quand il va émettre sur cette fréquence, on va lui donner la bonne fréquence, et bien il va mettre la bonne fréquence et il va contacter ensuite sur la bonne fréquence. Donc les chances que l'on ait affaire à un loupé de fréquence, très franchement, je n'y crois pas du tout. De plus, on a le fait que le pilote ne collationne pas la fréquence. Je ne dis pas que c'est une preuve de sa culpabilité, mais c'est quand même quelque chose qui est assez inhabituel. Et quand on se rend compte qu'il n'y a aucune tentative de contact avec le centre de contrôle de Ho Chi Minh, la question qu'on peut se poser, est-ce que la personne qui était aux commandes et qui a répondu à la radio à ce moment-là, est-ce qu'elle avait vraiment envie de contacter le Vietnam ou est-ce qu'elle n'avait pas autre chose derrière la tête? Mais ça, on en parlera un peu plus loin. Alors, que va faire le pilote si toutes ces manips ne fonctionnent pas et qu'il n'arrive toujours pas à reprendre le contact avec le contrôle aérien? Il se peut très bien que ça puisse être un problème de poste radio. Donc, auquel cas, il va essayer avec un autre poste radio. Il peut sélectionner donc une des deux autres radios VHF. Voilà. Si toutes les tentatives, même avec les autres radios, sont infructueuses, il va afficher un transpondeur 7600. Et cela va s'afficher en surbrillance sur les écrans radars des contrôleurs qui sauront que cet avion est en panne radio. L'équipage est censé poursuivre normalement sur la route prévue de son plan de vol. Il n'est pas censé faire demi-tour comme on l'a observé avec le MH370. Sauf si on est dans le cas d'un problème de sécurité grave, et auquel cas, ça n'est pas 7600 qui va afficher sur le transpondeur, mais 7700, qui est le code de détresse. Dans un tel cas, le contrôle aérien va tout faire pour entrer en contact avec l'appareil, et si le contact n'est pas établi, la route devant l'avion va être dégagée, car on ne sait pas ce que va faire l'équipage. Est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va monter? On n'a plus de contact avec, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc on va essayer de le libérer absolument la route qui est devant lui, et on va surtout le surveiller attentivement. Or on verra que dans le cas du MH370, ce qui est quand même assez troublant, c'est que vous avez en plus le transpondeur qui a été coupé. Ça on le verra dans la vidéo qui suivra dans l'épisode suivant. Dans le même temps, l'armée de l'air va être également informée, mais elle va également le voir en temps réel, puisque ce code de détresse va également s'afficher sur les écrans radars, soit en surbrillance, soit aussi par des alarmes sonores, ça peut être aussi le cas, et il peut être décidé d'envoyer un chasseur dessus pour tenter de porter assistance. Alors, parfois, il peut s'agir uniquement d'une panne de réception, c'est-à-dire que l'avion émet son message, le contrôle aérien reçoit le message, mais il ne reçoit pas les instructions du contrôleur. Il ne peut plus recevoir les messages. Mais il peut aussi s'agir d'une panne d'émission. L'avion ne peut plus émettre de message, c'est-à-dire que le pilote essaie de passer le message, mais en fait ça ne passe pas, l'avion n'envoie pas le message. Et dans ce cas, le contrôle aérien essaie de s'assurer en demandant à l'équipage, si vous me recevez, transpondeur ident. Vous avez un petit bouton ident sur le transpondeur qui permet d'afficher cette information ident sur l'écran radar qui va être en surbrillance. Et on saura alors que le pilote, comme il nous aurait répondu avec un ident, qu'il reçoit nos messages. Donc on pourra toujours lui transmettre des éléments, des caps, des altitudes et le ramener en toute sécurité. Et on lui demandera tout simplement d'accuser réception de nos messages par un ident. Voilà. Ce sera une façon de communiquer qui sera un peu plus limitée, mais néanmoins ça permettra de ramener l'avion tranquillement au sol. Dans le cas du MH370, aucun message n'a été envoyé sur la fréquence du contrôle aérien vietnamien, ni même sur 121.5, et l'équipage n'est pas non plus revenu sur la fréquence précédente du contrôle malaisien. Et ça n'est pas normal.
La première question que l'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'une panne radio peut expliquer une telle absence de contact? Deux possibilités. Soit on a affaire à une défaillance d'alimentation du poste radio, soit à une défaillance informatique. Et on va voir dans ces deux cas comment on peut essayer potentiellement d'expliquer cette défaillance-là. Voyons d'abord l'alimentation électrique des postes radio. Alors, un poste radio a bien entendu besoin d'électricité pour fonctionner. Se pourrait-il que tous les postes radio aient pu cesser d'être alimentés brutalement? Alors, le Boeing 777 est équipé de 3 postes radio VHF. On va donc voir l'alimentation électrique de chacun d'entre eux. On a la VHF R, la VHF L et la VHF C. Pour VHF Right, VHF Left, VHF Center. La logique de Boeing, elle est très simple. Comme je l'ai expliqué dans les notions de base, vous avez un côté droit, un côté gauche et un côté central. Chaque poste radio est géré par un boîtier qu'on appelle un rack, situé dans la soute à équipement, sous le plancher de la cabine, à l'avant de l'avion. Il faut donc se pencher sur l'alimentation de ces boîtiers pour y voir un peu plus clair. Chaque émetteur dispose également de sa propre antenne, comme vous pouvez le voir sur l'image de l'avion ici. Voyons d'abord le cas de la VHF right, donc la VHF droite. Par logique, la VHF droite, elle est alimentée par le côté droit. On fait quelque chose de simple. Mais cela ne veut pas dire que le côté gauche ne peut pas alimenter le côté droit. Bien au contraire, il y a une notion de redondance, comme nous allons le voir. La première chose à faire est d'identifier le bus sur lequel est branché le boîtier radio VHF right. On va maintenant se référer au schéma de l'interface power de la radio qui va nous donner plus de précision. On a notre émetteur VHF right qui est en bas et sa source d'alimentation qui est à gauche. On retrouve notre 28 volts DC et il est précisé Right Main Bus. C'est donc le bus principal droit qui fonctionne en courant continu en DC. Allons chercher ce bus sur le graphique général. Vous retrouvez le graphique qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et bien en fait c'est le RDC, le Right DC, que l'on voit justement ici à droite. À partir de là, on va pouvoir remonter l'alimentation de ce bus. Donc en situation normale, on va passer au-dessus par le Right TRU, donc le transfo redresseur qui convertit le courant alternatif en courant continu. On a ensuite le Right Transfer, le Right Main AC et le Right IDG. Donc on a ce bus Right AC qui est donc alimenté par le générateur IDG qui est connecté au moteur droit, qui alimente directement le Right Main AC, qui alimente le bus Right Transfer, sur lequel est branché le Right TRU, qui transforme le courant alternatif en courant continu, et qui alimente ainsi le Right DC. Voilà la logique. Question que l'on peut se poser à présent, c'est et si l'IDG de droite est défaillant ou que le moteur droit ne fonctionne plus, que se passe-t-il? Bien, c'est l'ELMS qui va gérer cela automatiquement, mais on peut retrouver toutefois une certaine logique, comme on va le voir. L'ELMS a plusieurs solutions pour continuer à alimenter le bus Right DC. Il peut raccorder le côté gauche au côté droit via les mains AC, bien entendu, vous avez une liaison. L'IDG gauche ne pourra pas alimenter à lui seul la totalité des systèmes et le LMS va donc délester certains équipements qui peuvent consommer trop de puissance. Et cela va concerner justement des éléments du Right Main AC, mais pas les radios, puisque la radio, on a dit, elle est là pour l'instant sur le Right DC. A noter que cela ne sera possible que si l'équipage a bien gardé les BTB, les fameux boutons, là, les bus taille, sur auto dans le cockpit. Les boutons que l'on voit là. Deuxième solution, raccorder le backup gen converter au côté droit via le Right CCB. Voilà, vous voyez le schéma. Si au moins un des deux moteurs fonctionne, le backup gen converter est forcément alimenté par un des BU gen d'un des moteurs. Forcément.
De ce fait, il peut alimenter le bus write transfer qui va pouvoir ensuite alimenter le write DC. Autre solution pour le LMS, connecter le left DC au write DC. Voilà. Prenez tout simplement direct l'horizontale entre les deux. Voilà. Donc, encore une autre solution, vous avez l'APU. L'allumage de l'APU, comme je l'ai expliqué dans les notions de base, il n'est pas nécessairement automatique. Il sera automatique si les deux bus transfert que l'on a là ne sont plus alimentés. Typiquement, le cas qu'on peut avoir dans le cas d'une double panne moteur, mais pas forcément que ça. Voilà. Dans ce cas, l'APU sera automatiquement démarrée si on perd l'alimentation sur les deux bus transfert en simultané, et il pourra alimenter à nouveau le write main AC et par la même occasion le write DC en descendant. En cas de perte du moteur droit ou de l'IDG de droite, c'est l'équipage qui devra allumer manuellement l'APU si le circuit gauche fonctionne correctement. Bien entendu, avant, il y aura une checklist qui va faire un reset, c'est-à-dire qu'ils vont déconnecter et reconnecter les générateurs pour voir si ça refonctionne ou pas. Donc comme vous pouvez le constater, ni une panne du moteur droit, ni une panne de l'IDG connecté sur le moteur droit ne peuvent vraiment rendre la VHF droite inopérante. Passons à présent à la VHF C, la VHF centrale. Là aussi, on regarde l'interface de puissance, donc les Power Interface. Ça nous dit que c'est le Left Main DC Bus en 28 volts qui alimente cette radio. Là, on reprend ce même schéma. On voit donc le 28 volts DC Left Main Bus. Et on va se référer à nouveau à notre schéma que vous commencez à connaître. On va aller chercher notre Left DC qui est ici. Et à partir de là, on va remonter l'alimentation de ce bus comme on l'a fait précédemment. En fait, c'est exactement la même chose en miroir par rapport à ce que l'on a vu sur la radio de droite, tout simplement. Donc, je ne détaille pas, mais c'est exactement la même chose. Donc, comme vous pouvez aussi le constater, on est dans la même logique que la VHF de droite, mais en inversé. Donc là encore, ni une panne moteur du moteur gauche, ni une panne de l'IDG connecté au moteur gauche ne peuvent rendre la radio VHF-C inopérante. Il nous reste la VHF left, la VHF gauche, et vous allez voir que là, c'est un petit peu différent des deux autres que l'on a vus. On aurait pu s'attendre que la VHF gauche soit, on va dire, le miroir de la VHF droite. Et en fait, pas tout à fait. On a vu que c'était la VHF-C qui était le miroir de la VHF droite. La VHF gauche, ça va être un petit peu différent. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, si on reprend notre schéma avec les interfaces de puissance, on a donc la VHF gauche qui est alimentée par le bus en 28 volts DC, le Captain Flight Instrument. Retrouvons notre Captain Flight Instrument sur notre schéma électrique. On le retrouve ici au centre. Voilà. Donc on est au milieu, ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir qu'on arrive à s'y retrouver. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent. Donc on va remonter l'alimentation. On remonte avec le TRUC1, donc le transfo-redresseur, qui transforme l'électricité alternative qui vient du haut en électricité en courant continu. On remonte ensuite, on va vers le left transfert, puis le left main AC et ensuite le left IDG. On a donc le Captain Flight Instrument qui est alimenté par le générateur IDG connecté au moteur gauche, qui alimente ensuite le left main AC, qui alimente le left transfert, sur lequel est branché le TRUC1 qui va transformer le courant alternatif en courant continu et alimenter ainsi le bus Captain Flight Instrument. Jusque là, c'est plutôt simple. On va maintenant se poser la question, la même que pour les autres radios, et si l'IDG du moteur gauche est défaillant ou si le moteur gauche ne fonctionne plus, que se passe-t-il? C'est encore le LMS qui va gérer cela automatiquement.
Et le LMS a plusieurs solutions pour continuer à alimenter le bus Captain Flight Instrument. Il peut raccorder le côté droit au côté gauche via les mains AC. Voilà. Bien entendu, l'IDG droit ne pourra pas alimenter à lui seul la totalité des systèmes et le LMS va potentiellement délester des équipements consommant trop de puissance. Et cela va notamment concerner certains équipements du left main AC, mais là encore, pas les radios. A noter que, comme précédemment, cela ne sera possible que si l'équipage a bien gardé les bus taille en position auto. Je le répète à nouveau. Deuxième solution, raccorder le backup gen converter au côté gauche via le left CCB. Si au moins un des deux moteurs fonctionne, vous avez le backup gen converter qui est forcément alimenté par un DBU gen. De ce fait, il peut alimenter le bus left transfer et donc par la même occasion le TRUC1 qui va être alimenté et donc le Captain Flight Instrument. Autre solution, l'APU. L'allumage de l'APU, comme je l'ai déjà dit, n'est pas nécessairement automatique. Si vous avez au moins un des bus transferts qui est alimenté, à ce moment-là, l'APU, il faudra le démarrer manuellement. Et là, l'APU va compenser l'IDG de gauche qui va fournir l'alimentation au left main AC, puis au left transfer, puis le TRUC1, puis le Captain Flight Instrument. On revient sur une alimentation assez normale, c'est juste que c'est plus un IDG qui va alimenter le left main AC, mais c'est l'APU. Donc on est, vous voyez, pour l'instant assez identique avec ce que l'on avait avec la VHF centrale. À un détail près, je n'ai pas parlé de connecter les right DC et les left DC entre eux. Je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de liaison entre les deux. Vous voyez qu'en fait, le Captain Flight Instrument passe par le TRUC1 qui lui est raccordé au left transfer et pas par les main DC. Donc il y a une petite subtilité là-dessus. Comme vous pouvez le voir sur le TRUC1, vous avez juste au-dessus le relais du TRUC1. Et ce petit relais, il peut basculer de gauche à droite. S'il n'y a plus d'alimentation à gauche, il va basculer à droite. Et qu'est-ce qu'on a quand on remonte à droite ? Hop, on remonte vers la RATGEN, donc le générateur de la RAT, la petite éolienne qui est déployée automatiquement dans certains cas, voire même qui peut très bien être déployée manuellement. Donc on voit que la RAT peut alimenter ce Captain Flight Instrument. Et là, ça c'est une information qui est quand même extrêmement importante, parce qu'on se rend compte que les ingénieurs de Boeing ont, pour cette radio VHF Left, ils ont créé un secours unique par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on est vraiment dans le pire cas où on a tout perdu sur l'avion, vous avez quand même la RAT, et bien la RAT va quand même alimenter le Captain Flight Instrument sur laquelle est branchée la VHF Left. Ce qui veut dire que même dans le cas où vous perdez les deux moteurs, vous allez avoir la RAT qui va être déployée et donc vous allez quand même avoir au moins une des trois radios, à savoir la VHF Left, qui pourra être alimentée par la RAT. Donc même dans cette situation-là, dans la pire situation électrique, eh bien vous avez quand même une des radios qui fonctionne. Quand vous constatez ça, comment expliquer que le MH370 n'a pas lancé le moindre message radio pendant 7 heures ? C'est totalement incompréhensible. Pour être encore plus précis, vous avez également d'autres possibilités d'alimentation de ce Captain Flight Instrument. À gauche, le hot battery bus qui est relié directement à la batterie. Donc vous voyez que vous avez une redondance sur ce poste VHF Left qui est, on ne peut pas faire mieux en fait. Donc je ne peux pas concevoir en fait que le MH370 ait perdu toutes les radios et que la VHF Left soit aussi une des radios qui a été perdue. Quand vous voyez une telle redondance sur le schéma électrique de l'avion, c'est difficilement concevable. Comment expliquer que cet avion ait fait demi-tour et traversé la Malaisie pendant environ 1 heure et que pendant 1 heure, il n'y a pas eu la moindre tentative de l'équipage pour tenter de joindre le contrôle aérien, alors que vous voyez qu'il y a au moins une des 3 radios qui forcément doit pouvoir fonctionner? C'est incompréhensible du point de vue technique.
Voilà pourquoi je ne cesse de dire depuis des années que le plus probable, dans le cas du MH370, pour expliquer cette absence de contact radio, est que l'on ait affaire à quelqu'un qui ne veut pas parler à la radio. Qui ne veut pas parler à la radio. Et c'est bien le but de cette démonstration que je vous fais ici. La démonstration est certes complexe, mais pas difficile à comprendre. Si je vous prends un peu par la main pour lire un peu ces schémas. Je vous donne ici tous les éléments pour comprendre cet aspect sur les radios qui n'a jamais été expliqué auparavant, pour plusieurs raisons. Soit parce que l'on considère que c'est trop compliqué pour le public, soit parce qu'on ne veut pas montrer ces schémas techniques, car ils proviennent des vrais manuels de Boeing et que l'on considère qu'on ne doit pas les montrer. Alors si je les montre ici, c'est que certains ont même été publiés dans des rapports d'enquête, donc on les retrouve. Si je les montre, c'est parce que j'estime que leur compréhension a une importance capitale pour ouvrir les yeux du grand public sur ce qui a pu se produire à bord de cet avion. Mais aussi parce qu'ils permettent d'évaluer la probabilité d'une défaillance technique, mais aussi de l'écarter, pour en tirer une conclusion qui ne plaît pas toujours à certains, qui est celle de l'implication d'un des pilotes dans cet acte. Puisque je rappelle que on a le dernier message radio de l'avion, et donc pour un changement de fréquence, ça prend généralement une dizaine de secondes, donc on estime que dans la minute qui suit, l'équipage aurait dû contacter le contrôle aérien vietnamien, et ça n'est pas le cas. Au lieu de ça, ce que l'on observe dans la minute qui suit, c'est le transpondeur qui a été coupé. Et ça, on y reviendra quand on parlera du transpondeur. Pour résumer un petit peu les différents secours, voici un schéma sur la redondance électrique concernant certains équipements de l'avion. On y retrouve donc nos radios VHF. Si on commence par la radio VHF left, on voit que l'IDG gauche est l'alimentation normale, puis après on a tous les backups, c'est-à-dire les secours. Donc vous voyez que la radio VHF gauche, elle a des secours partout, IDG droit, backup gène du moteur gauche, également backup gène du moteur droit, l'APU, la batterie et la rate en dernier recours. La radio droite, on a l'alimentation normale qui est sur l'IDG de droit, l'IDG gauche qui est en backup du bus transfert, le BU gène du moteur gauche qui est en backup du bus transfert, le BU gène du moteur droit qui est en backup de l'IDG du moteur droit, l'APU qui est également en backup, donc en secours, mais par contre on n'a pas la batterie ni la rate. Et on a à peu près la même chose sur la VHF centrale, où on va avoir l'alimentation normale qui est sur l'IDG gauche, l'IDG droit qui est en backup du bus transfert, le backup générateur du moteur gauche qui est en backup de l'IDG du moteur gauche, le backup générateur du moteur droit qui est en backup du bus transfert et l'APU qui est en backup, mais on a la VHF centrale n'est pas secourue par la batterie ni la rate. Donc là, vous avez un schéma qui est très clair. En dessous, on a les transpondeurs, le système satellite. Donc ça, on le verra dans les vidéos qui seront dédiées dans les épisodes suivants. Donc vous voyez qu'on a quand même une redondance qui est moins bonne pour la VHF droite et la VHF centrale, mais la VHF gauche, elle est secourue par le moindre équipement de l'appareil qui permet de fournir de l'alimentation électrique. Partant de là, il n'y a aucune raison de perdre la VHF gauche, même dans le cas de la pire défaillance électrique sur l'avion. Et ça, on en parlera dans la vidéo épilogue, parce qu'on parlera d'un cas d'une grosse panne électrique qui a eu lieu sur un Boeing 777 de la compagnie LATAM, puisqu'on a le rapport d'enquête, et on va pouvoir aller détailler un petit peu ça, parce qu'il y a eu une grosse défaillance électrique, mais à aucun moment sur cet incident, l'avion n'a perdu la radio. Et ça, c'est important, parce que c'est un point que j'avais souligné dans mon étude, c'est qu'il n'y a aucune raison de perdre les 3 radios simultanément sur cet avion. Partant de là, si on ne peut pas expliquer que l'on perde les 3 radios simultanément sur cet avion, qu'est-ce qui nous reste ? Un acte volontaire d'une personne qui ne veut pas parler à la radio. Vous devez penser que j'insiste peut-être un peu trop sur cet acte volontaire que l'on a pour expliquer l'absence de contact radio. Néanmoins, l'analyse technique que je viens de vous démontrer, elle permet
de considérer que l'acte volontaire d'une personne qui ne parle pas à la radio est quand même bien plus probable qu'une grosse défaillance technique qui rendrait inopérantes toutes les radios de l'avion. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il n'y aura pas que les radios, on le verra également dans les autres éléments où on a des éléments qui nous permettent de prouver qu'on a des éléments concrets d'un acte volontaire. Alors cet exposé sur les radios ne serait pas complet si on n'abordait pas la radio HF, à savoir la radio à haute fréquence. Je vais aller assez vite sur cette radio parce que vous allez voir qu'elle ne représente pas trop d'intérêt. Il faut savoir que la radio HF n'était pas utilisée par le MH370. On utilise la HF pour les communications à longue distance, notamment en Afrique, mais aussi lors des traversées océaniques. Et le vol MH370 ne s'éloignait pas suffisamment des côtes pour avoir à utiliser la HF. La totalité du vol prévu du MH370 cette nuit-là était prévue d'être effectuée à 100% en VHF. Autre chose à savoir sur la HF, à la différence où une fréquence VHF, vous avez une fréquence de détresse qui est dédiée et qui est veillée par tous les centres de contrôle et tous les avions de ligne en vol, eh bien, il n'y a pas d'équivalent vraiment de fréquence de détresse sur la HF. Alors, il y a bien une fréquence HF de détresse qui est utilisée par les bateaux, mais ce n'est pas quelque chose qui est utilisé en aéronautique. La HF, j'aurais envie de dire, serait la dernière solution qu'utiliserait un équipage pour déclarer une détresse ou tenter de renouer le contact avec le contrôle aérien. D'autant que les centres de contrôle de Kuala Lumpur et d'Ho Chi Minh n'utilisent pas la HF dans les secteurs de contrôle que traversait l'avion. La HF, donc dans le cas du MH370, n'a pas de réel intérêt. Normalement, on va quand même voir l'alimentation de la HF, histoire de dire que l'on aura quand même été assez complet là-dessus. On va retrouver toujours cette partie Power Interface, que vous commencez maintenant à comprendre, vu qu'on a vu pour les radios précédentes, c'est un peu la même chose. On constate que la radio HF est composée de deux émetteurs, là encore, pour pallier la défaillance de l'un d'entre eux et assurer une redondance. On va être plus rapide pour ces radios par rapport au VHF, car je pense que vous avez compris le principe et vous êtes maintenant assez rodé pour interpréter les graphiques. La HF Left est alimentée par le bus Left AC Transfer en 115 volts. Quant à l'émetteur droit, il est alimenté par le 115 volts AC Right AC, SEC2. Alors là, sur ce bus-là, on a un petit détail particulier, c'est ce SEC2. À quoi correspond ce SEC2 ? En fait, si on cherche davantage dans la doc du Boeing 777, on retrouve en fait sur ce bus Right Main AC, donc qui est le Right AC, on retrouve plusieurs sections en fait au sein de ce bus. On va avoir donc le Right Transfer, le Right Utility, le Right Section 1, le Right Section 2. Le voilà, ce SEC2, en fait, c'est la section 2 de ce bus principal droit, tout simplement. On va maintenant identifier donc ces deux bus sur notre schéma électrique de l'avion. On commence par le Left AC Transfer. En fait, c'est tout simplement le Left Transfer que vous voyez ici. Et le deuxième, donc le Right Main AC, c'est celui que l'on a ici. Donc si on en fait une analyse simple, sans aller autant dans le détail comme on a fait pour les radios, parce que je pense que vous avez un peu compris, le Right Main AC. Donc lui, on voit qu'il est alimenté directement par l'IDG du moteur droit. Et il peut être secouru par l'APU. Et donc l'APU peut également alimenter ce Right Main AC. Ce qui signifie que donc pour ce bus-là, qui correspond à l'émetteur HF droit, en fait on a une alimentation qui est, comme son nom l'indique, principalement basée à droite. Même si on peut également avoir aussi l'IDG du moteur gauche qui peut faire le lien, la jonction avec le Right Main AC via le Left Main AC. Pour ce qui est de l'émetteur gauche, là encore on voit qu'il est principalement alimenté par le côté gauche, donc on retrouve quand même cette logique qui est quand même assez simple à comprendre. Alimenté par le Left Transfer, donc qui est alimenté directement par le Left IDG via le Left Main AC. Il peut être secouru là encore par l'APU qui va alimenter le Left Main AC, qui va à son tour alimenter le Left Transfer. Également le Right Main AC qui peut également venir en soutien, mais ça ne va pas être cette solution qui va être privilégiée dans ce cas-là.
Là, on va plutôt privilégier le backup gen converter qui va donc utiliser un des backup générateurs des moteurs pour pouvoir alimenter directement le left transfer qu'on voit par l'arrivée sur le côté. Donc vous voyez qu'il y a quand même une redondance qui n'est pas aussi importante que les radios VHF, mais la radio HF n'est pas un équipement qu'on utilise régulièrement, sauf sur certaines étapes, comme je l'ai dit, à l'occasion de traversées océaniques ou également au-dessus de pays assez désertiques comme l'Afrique, où là, vous n'avez pas suffisamment d'émetteurs radio relativement proches et vous avez besoin d'une communication à plus longue distance. Mais néanmoins, on a quand même une redondance qui est plutôt pas mauvaise sur ces émetteurs HF. La radio HF n'est pas un équipement aussi important que la radio VHF. Comme on l'a dit, la radio VHF, il faut que l'équipage, en cas de souci, puisse déclarer son état d'emergency, son état de détresse. Et pour cela, vous avez la fréquence sur laquelle il est en contact, c'est souvent de la VHF. Vous avez une fréquence de détresse qui est de la VHF, mais en HF, vous n'avez pas cette nécessité-là. Donc on a une redondance qui est déjà bonne, il n'y a pas à dire, elle est déjà très, très bonne, moins que sur les radios VHF, mais cela est compréhensible puisque c'est donc un équipement moins essentiel. Et en plus, la radio HF consomme beaucoup plus d'énergie qu'une radio VHF. Là, on en sait suffisamment sur la radio HF, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant qu'on a vu l'alimentation électrique, on va aborder la gestion informatique. Comme à la maison, si votre ordinateur plante, vous ne serez pas en mesure d'utiliser votre boîte mail. C'est pareil à bord d'un Boeing 777. Mais comme vous allez le voir, les ingénieurs ont été suffisamment ingénieux pour prévoir cette éventualité. Le Boeing 777 est équipé de 2 AIMS, qu'on a vu déjà un peu dans la vidéo précédente, sur l'épisode où on traitait déjà les notions de base. Encore c'est simple, on a l'AIMS right, l'AIMS left. Les alimentations, on les a vues dans la vidéo précédente, je vous invite à vous y référer. Donc on avait justement déterminé que la probabilité de perdre les 2 AIMS était techniquement impossible avec une telle redondance. Mais fouillons un peu plus dans l'AIMS et on va y trouver des détails, comme vous allez voir, qui sont assez intéressants. Il faut s'assurer que nos AIMS gèrent bien toutes les radios, si l'on considérait qu'un dysfonctionnement des 2 AIMS puisse les impacter toutes pour expliquer justement cette absence de contact radio et donc une panne radio totale de l'avion. Observez bien ce diagramme que l'on a ici qui regroupe tous les systèmes que gère l'AIMS, sachant que les deux sont strictement identiques. J'avais fait noter un petit détail sur l'épisode précédent. On y trouve les radios VHF, qui sont gérées par la partie CPM-COM à gauche. Et il y a un détail qui interpelle. Ce sont les émetteurs VHF que l'on a. On a l'émetteur VHF-C et VHF-R. Pourquoi on ne trouve pas la VHF left ? Bien pour une raison très simple. Les ingénieurs de Boeing ont fait le choix de ne pas lier la VHF left à l'AIMS. Justement, pour ne pas qu'une défaillance des AIMS vienne rendre inutilisables toutes les radios de l'avion. Là voilà l'explication. Comme quoi cet avion a quand même été bien pensé. Donc l'argument de dire qu'une grosse défaillance électronique au niveau des AIMS pourrait expliquer la perte de toutes les radios de l'avion, ça ne tient pas. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec certaines personnes, notamment Xavier Titelman sur ce sujet. Ouais, mais rassurez-vous, on n'est pas d'accord sur ce point, mais pour autant, on se respecte et on s'entend très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est intéressant d'aller également fouiller dans l'AIMS parce que ça nous donne des informations très importantes qui sont souvent omises dans les explications techniques. Et on découvre des choses, des petits détails comme ça, qui sont des petites pépites pour notre raisonnement. En conclusion, vous avez pu voir que étudier l'hypothèse d'une panne radio totale doit être faite de manière sérieuse, avec de la documentation sérieuse avant de pouvoir en tirer des conclusions sur ce point. Quand je pointe du doigt la responsabilité plus qu'au probable d'un des pilotes, ça n'est pas sans fondement. Mon raisonnement, vous l'avez ici.
Et les radios ne sont pas les seuls éléments qui me permettent d'en arriver à cette conclusion, comme on le verra dans les prochains épisodes, avec le transpondeur, mais aussi le SATCOM et la CARS. J'avais justement simplifié ce raisonnement aux sources d'alimentation dans mes 2 ouvrages que j'avais écrits, considérant que c'était déjà suffisant à l'époque. Là, vous avez la totalité du raisonnement, avec les bus et toute la logique de l'ELMS qu'il y a derrière tout ça. Vous comprenez pourquoi j'ai volontairement simplifié cela à l'époque. Là, j'ai pris le temps de vous expliquer tout cela en vidéo, en vous donnant les connaissances nécessaires pour suivre mes explications. Vous devriez à présent être en mesure de comprendre comment on doit analyser une défaillance technique potentielle. Je ne dis pas que mon raisonnement est parfait, mais il a mérite, je pense, d'être réfléchi et basé sur une analyse technique sérieuse et rigoureuse. Dans l'épisode suivant, nous étudierons la panne du transpondeur.